Les élections du 4 septembre dernier, c'est évident que c'est décevant parce que, bon, moi, j'ai acheté une bouteille de champagne le jour même parce que je souhaitais célébrer la déconfiture de John James Charest, qui n'est pas arrivé malheureusement, mais il faut comprendre la situation au Québec, c'est que en 1990, il y a eu ce qu'on a appelé l'échec de l'accord du lac Meach. En fait, à l'époque, Robert Bourassa était premier ministre du Québec. Le premier ministre du Canada de l'époque, c'est Brian Mulroney, qui venait de Bécomo. Donc, c'était quand même un anglo-québécois, mais qui parlait très, très bien le français, parce qu'il venait d'un coin complètement francophone. Et tous les deux étaient amis, puis voulaient que le Québec revienne dans ce qu'on appelait le giron constitutionnel. Donc, à ce moment-là, Robert Bourassa, qui a laissé sa marque dans l'histoire comme quelqu'un de très faible, a fait des demandes vraiment minimales pour que le Québec rejoigne la Constitution canadienne. Et malgré la faiblesse de ces demandes-là, le Canada anglais les a rejetées en bloc. Et là, au Québec, tu sais, quand on parle de conditions gagnantes pour un référendum, il y a eu vraiment beaucoup de déceptions, puis il y a eu vraiment un mouvement très, très fort au Québec. Il y a eu une symbiose qu'on n'avait jamais vue autour de la souveraineté. Et donc, en 1990, après l'échec de l'accord du lac Meach, il y a 72% des Québécois qui étaient prêts à appuyer la souveraineté du Québec. Donc, quant à moi, c'est le chiffre magique, 72%, et tous les gouvernements souverainistes devraient pouvoir aller chercher un tel pourcentage. Et finalement, on regarde les dernières élections, Pauline Marois, qui est la chef du Parti québécois, qui est très impopulaire. Donc, vous voyez, en 1990, il y a vraiment eu un mouvement là, très, très fort contre la souveraineté, pour la souveraineté du Québec après l'échec de l'accord du lac Meach. Et aux dernières élections, il y avait un mouvement anti-Charest très, très fort. Mais il y a, Charest a récolté 30% des voix et Pauline Marois n'a pas réussi à aller chercher plus que 32%, 31,9%. Donc, elle n'a pas profité de ça. Pourquoi? Parce qu'elle est très impopulaire. Vous imaginez, il y a un mouvement là, très, très fort pour sortir Charest, mais parce que Pauline Marois est aussi impopulaire, elle n'a pas réussi à aller chercher plus que 31,9% des voix, pas plus que 54 députés. Et il faut savoir, donc si, après l'échec de l'accord du lac Meach, il y a 28% des gens qui n'appuyaient pas la souveraineté, c'est que ces gens-là, ils ne l'appuieront jamais. Donc, le Parti libéral du Québec a un 28% automatique. Il pourrait y avoir à la tête du Parti libéral du Québec un pédophile tueur en série qui aurait quand même ces votes-là. La raison pour laquelle le Parti libéral a eu 30% et non pas 28%, c'est qu'il y a beaucoup de nationalistes mous au Québec qui vont voter pour le Parti libéral, mais pas, les gens ne voulaient pas voter pour Charest, mais ils votaient pour leurs députés. Il y a beaucoup de gens, surtout dans des régions comme la Beauce et tout ça, c'est tellement petit que le député, il voit peut-être 15 fois par année, et donc c'est pour ça finalement que le Parti libéral a récolté 30%. Mais c'est sa base. Ça, ces gens-là voteront toujours libéral. Si Pauline Marois avait été plus populaire, la CAQ, donc la Coalition Avenir Québec, n'aurait jamais été dans le coup. Donc, c'est la CAQ, finalement, qui est venue diviser le vote francophone et surtout le vote des nationalistes mous. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un gouvernement minoritaire. Pauline Marois, bon, vous avez remarqué que je ne l'aimais pas, mais je l'aime vraiment pas parce que c'est quelqu'un, bon, premièrement, qui passe pas, qui est pas populaire, et aussi, c'est quelqu'un qui met la faute sur tout le monde tout le temps.
C'est jamais de sa faute à elle, donc c'est parce que c'est une femme, ce qui est tout à fait faux. Le bouc émissaire, c'était longtemps l'ADQ, donc l'Action démocratique du Québec, qui s'est fusionnée avec la coalition Avenir Québec. Et vous savez qu'en 2008, Pauline Marois aurait pu faire une coalition avec avec l'ADQ pour renverser le Parti libéral, ce qu'elle n'a pas fait. Là, les dernières élections, Québec solidaire a eu 6% des votes à Montréal. Et là, croyez-le ou non, le bouc émissaire, c'est Québec solidaire. Puis d'ailleurs, les premières décisions que Pauline Marois a prises depuis qu'elle est première ministre, ça va dans ce sens-là, taxer plus les riches. Bon, il y a eu des mesures aussi environnementales. Donc, elle essaie d'aller chercher les militants de Québec solidaire, ce qui est un peu ridicule. Et aussi, dans le fond, c'est pas parce que Québec solidaire a eu 6%, on s'en fout de 6%. Son vote, elle aurait dû aller le chercher du côté de ceux qui ont voté pour la CAQ. Et donc, c'est parce qu'elle n'est pas populaire que le gouvernement actuel est minoritaire, mais elle aurait pu s'en sortir. Elle avait une chance, une occasion rêvée de s'en sortir. Elle aurait pu être chef, en fait, première ministre du Québec pendant au moins 4 ans, si elle avait décidé de former un cabinet de ministres de coalition. Si elle avait dit, bon, ben voici, la CAQ a eu quand même 27% des votes, c'est énorme. Ça, c'est des votes qu'elle aurait pu aller chercher. Parce que il y a 30% des gens qui ont voté pour Charest, mais ils ne pouvaient pas aller chercher plus que ça. C'était impossible, tellement ce gouvernement était corrompu. Les gens, vraiment, voulaient sortir Charest. Il y avait vraiment un mouvement très, très fort. Et donc, si elle avait dit, ben voici, la CAQ est populaire, ben je vais prendre au moins 2 députés de la CAQ qui vont devenir ministres. Comment qu'elle s'appelle, Françoise David, qui est la co-présidente de Québec solidaire, elle aurait pu aussi devenir ministre. Donc, à ce moment-là, si elle avait eu un cabinet de ministres de coalition, ben, elle aurait mis la CAQ de son bord, puis elle aurait pu rester là pendant 4 ans. Là, ce qu'elle a fait, c'est pas ça. Elle a puni un gars comme Bernard Drainville, par exemple, qui est un excellent député, un gars, une star là, du Parti québécois, et elle l'a nommé dans un ministère très peu important. Donc, finalement, Pauline Marois a remercié, a fait des cadeaux à tous ceux qui lui ont été fidèles. Mais c'est pas facile d'être fidèle à un chef comme Pauline Marois, qui est aussi impopulaire. Vous comprenez? Donc, là, elle se retrouve avec quand même des bons ministres. C'est un cabinet qui est quand même assez intéressant. Mais c'est sûr et certain qu'en étant minoritaire, ben, tu ne dureras pas plus qu'1 an et demi. Pour répondre à votre autre question au sujet de Richard Henry Bain, une petite victoire, parce que dans le fond, si on regarde ça, l'Amérique du Nord était française. Il y a 250 ans, plus de la moitié de l'Amérique du Nord était française et indienne. Il y a encore une quarantaine d'années, on parlait beaucoup le français en Nouvelle-Angleterre. Il ne faut pas oublier là, qu'il y a plus de 2 fois plus de Québécois en Nouvelle-Angleterre qu'il y en a au Québec. Donc, ces gens-là se sont fait assimiler. Et assimiler, ça veut dire quoi? Ça veut dire Ku Klux Klan, ça veut dire speak white, ça veut dire se faire brûler sa maison parce que tu parles français. Ça veut dire se faire casser la gueule dans la cour d'école parce que tu parles français. Moi, mon grand-père a vécu aux États-Unis, dans le Massachusetts, pendant 10 ans, dans les années 1930. Et il me dit qu'il pouvait passer 1 mois sans parler un seul mot d'anglais. C'est quand même fou, là. Donc, c'était complètement français. Et ça ne l'est plus, malheureusement. Donc, là, on se retrouve avec, en Amérique du Nord, on se retrouve avec le dernier bastion français, qui est le Québec. On représente 2% de la population nord-américaine, et c'est trop pour les Anglais. C'est trop.
Donc, la moindre petite victoire, c'est trop. Moi, je vous garantis que Richard Henry Bain, premièrement, c'est un terroriste. C'est un geste terroriste qu'il a fait, mais il faut comprendre que les Québécois, on est mou et mouton. On a peur d'exister. Les Acadiens, c'est encore pire. Les Acadiens, là, à Moncton, ils ne parlent pas fort, ils chuchotent. Parce qu'ils ne veulent pas déranger les Anglais. Puis les Anglais leur font sentir, si tu voyageais un peu dans le monde, puis que tu te débarrasses de ce complexe-là, puis là, tu te mets à rire, puis là, ils vont te sauter dessus, là. Non, il faut que tu chuchotes. Et c'est la même chose au Québec. C'est sûr qu'on est beaucoup plus affirmé, mais malgré tout, on a ce complexe-là de coloniser. On ne veut pas... si un francophone avait fait ce que Bain a fait, bien là, on aurait parlé de terrorisme, on l'aurait condamné. Mais parce que c'est un Anglais, il faut toujours ménager la chèvre et le chou. Puis il ne faut pas... on a vraiment ce complexe-là. Ce que je dis souvent, c'est que un polyglotte pourrait dire, moi, je parle 85 langues. Hein? Ça serait quelque chose d'extraordinaire. Mais le Québécois, lui, il s'en fout que tu parles 85 langues. Il s'en fout que tu parles chinois, que tu parles arabe. Il va te demander, oui, mais t'es-tu bilingue? Parce que pour lui, là, parler bien des langues, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que tu parles-tu anglais? Parce que les Anglais, là, ils ne demandent pas juste qu'on parle anglais. Il faut que tu parles anglais sans aucun accent. C'est ça qui est grave, là. Tu sais, c'est pas juste parler anglais. Moi, si je parle espagnol à un Mexicain, le Mexicain va dire « Hey, hombre, tu hablas espagnol tan bien, estupendo! » Tu sais, « Ah, du sprichst Deutsch, so gut! » Tu sais, tu parles l'allemand, puis là, le gars, il dit « Ah, wo hast du Deutsch gelernt? » Puis là, il est super fier. Alors que l'anglais va dire « You're French Canadian, hein? » Tu sais, le mépris, là, tu sais. Donc, c'est ça. Nous, on veut ménager la susceptibilité, puis il ne faut pas parler trop fort. Puis, tu vas dire, par exemple, sur le plateau Mont-Royal, qui est un quartier très branché de Montréal, on se fait envahir par les Anglais. Là, les gens, ils vont dire, pourquoi tu dis ça? Il y en a plein de bien corrects. Moi, j'ai des amis là, qui parlent super bien le français. Même j'en ai un là, qui a voté pour Québec solidaire. Oui, mais on s'en fiche qui est sur les 800 000 Anglais du Québec. On s'en fiche qu'il y en ait 85 qui sont tes amis, qui sont bien corrects. Mais en général, à 95% et plus, ils ont voté pour le Parti libéral, un parti corrompu. Ils ont voté pour Gérald Tremblay. Écoutez, Gérald Tremblay, c'est le maire de Montréal, et lors des dernières élections, un mois avant les élections, il a été éclaboussé par plein de scandales de corruption, notamment celui qu'on appelle le scandale des compteurs d'eau. Et là, ce fameux scandale-là a révélé qu'on allait voler les Montréalais, non pas de 15 $, non pas de 15 000, non pas de 15 millions, mais de 150 millions. Et ce gars-là a été réélu. Vous comprenez l'ampleur? Écoutez, nulle part ailleurs au monde, un gars comme lui, éclaboussé par autant de scandales, aurait pu être réélu. Pourquoi il a été réélu? Parce que c'est celui qui défend l'anglais à Montréal. C'est celui qui incarne le bilinguisme. Et évidemment, bilinguisme, on parle peu à peu d'assimilation. C'est le rêve des anglophones. Parce que pour eux, là, une autre langue, c'est pas une richesse. C'est pas une culture à découvrir. Non! C'est une nuisance. Hein? Ça n'existe pas. Tu sais, il y a un sondage qui a été publié par l'Actualité qui révélait que les jeunes anglo-québécois, même s'ils parlaient un peu l'anglais, ne connaissaient aucune de nos émissions de télé, ne connaissaient, par exemple, j'ai un ami qui s'appelle Locke Merville, qui est chanteur, un excellent chanteur, puis il a joué notamment dans Notre-Dame de Paris, puis il fait encore des représentations un peu partout dans le monde. Les francophones, c'est tout, Monsieur Merville. Si on rencontre un anglophone, ils ne connaissent pas.
Parce qu'ils ne s'intéressent pas à notre culture. Pas du tout. Tu sais, écoutez, même le hockey, il y a un joueur québécois qui s'appelle David Desharnais. Puis les Anglais, ils vont l'appeler David Desharnais. Desharnais. Eh oui. Puis ça, la personne, elle peut vivre à 5 pas de chez nous, là. Donc, c'est ça la réalité. On veut... les Anglais n'acceptent pas qu'on ait la moindre petite victoire, qu'on fasse le moindre petit pas en avant. Donc, il y a quelqu'un qui a pété sa coche, qui s'appelle Richard Henry Bain. Je suis convaincu que ce gars-là est le héros de bien des gens à Montréal. Et il ne faudrait pas qu'on ait plus de victoires. Le jour où le Parti québécois va rentrer bien fort, premièrement, c'est arrivé en 1976, il y a eu des dizaines de milliers de Québécois qui sont allés, de Montréalais, qui sont allés s'installer à Toronto. Donc, c'est des gens qui veulent vivre en anglais et qui veulent pas vivre dans la fraternité. Je vais vous donner un exemple. L'Ukraine. Il y a à peine 20-25% d'Ukrainiens dont la langue maternelle est l'ukrainien. La plupart des Ukrainiens parlent le russe et parlent aussi le surgique, qui est un dialecte russo-ukrainien. Malgré tout, la langue officielle de l'Ukraine, c'est l'ukrainien. Il y a des postes de radio russes, évidemment, parce qu'il y a plus de 50% de gens qui parlent russe comme langue première. Et donc, par exemple, il y a le poste de radio Ruski Radio. Bien, Ruski Radio, l'animateur parle en russe. Il présente des chansons russes, ukrainiennes, françaises, parce qu'ils sont très ouverts sur le monde, les russophones en général. Et malgré tout, toutes les publicités sont en ukrainien. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire ici au Québec. Parce que, croyez-le ou non, le gouvernement québécois donne plus d'argent au système scolaire anglophone qu'il en donne au système scolaire francophone, surtout pour les universités. Et, croyez-le ou non, il y a plus de stations de radio anglophones à Montréal que de francophones. Hey, c'est quand même fou. Parce que c'est sûr que Montréal, on est à peine 50% de Québécois pur laine, comme on dit. C'est vrai. La nuit, mais le jour, il y a au moins 75% de francophones. Parce que c'est l'invasion, là. Les gens de banlieue viennent travailler le jour à Montréal. Donc, dans le fond, Montréal, c'est une ville qui est très francophone. Et malgré tout, comme je vous dis, il y a 75% il y a plus de radios anglophones que francophones. C'est drôle parce qu'on est allé manger dans un restaurant chinois et la madame chinoise a parlé anglais. Mais moi, je suis allé en Chine. Je parlais à Hong Kong, je suis allé en Chine continentale. Et des gens qui parlaient anglais, tu sais, par exemple, je demande à un chauffeur de taxi, je voulais voir la Grande Muraille. Puis j'ai dit, Do you speak English? Il dit, Yes. Do you speak good English? Yes. What's your name? Yes. Donc, il n'y a pas un chrétien, j'allais dire, qui parle anglais en Chine. Les seuls Chinois qui parlent anglais, on les envoie au Québec pour nous assimiler. C'est tout si pire que ça. Et donc, écoutez, on a du chemin à faire. Il faut pas avoir peur de faire peur. Puis ça, on a de la misère avec ça. Parce que les Anglais sont tellement susceptibles. Tu sais, on dirait qu'un Anglais, s'il dit « Bonjour », là, hey, il vient te faire preuve là, de beaucoup d'ouverture. Puis là, écoute, pourquoi tu m'en demandes plus? Mais oui, je t'en demande plus. Je te demande de fonctionner en français parce que il faut préserver le caractère français. Vous nous avez assimilés partout en Amérique du Nord. Donc, on veut continuer à exister. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Puis on dirait que c'est pas le cas, malheureusement. Donc, ils viennent ici, ils s'adressent à dame au restaurant en anglais
au bar en anglais, ils ne sont pas capables de dire je voudrais avoir une boréale ou même une boréale, s'il vous plaît. Puis si c'est trop dur à dire s'il vous plaît, faites juste dire une boréale. Non. Yeah, I want a red ale. Yeah, this one. What's the name? Boreal. Boreal. Donc, c'est ça partout. Oui, il y a des exceptions, puis c'est ça qui m'énerve. Parler, surtout les Québécoises, hein, les femmes sont toujours plus flexibles, ils peuvent faire le grand écart très facilement, apparemment, les hommes, c'est plus difficile. Mais au niveau politique, elles sont très bonnes pour faire le grand écart, puis c'est toujours « Oui, mais Michel, tu généralises, là! » Oui, mais, tu sais, comme il y en a une, elle dit « Dans le fond, là, nous, là, les francophones, là, on devrait tous être des moniteurs de français. Puis on devrait tous être aussi des moniteurs de la gauche, là, tu sais, pour aider, sensibiliser les gens à l'écologie, à l'environnement. » Mais, attends, on est moniteur de français. Mais quoi, le gars, là, il va apprendre 3 mots parce qu'il te trouve belle. C'est ça. Puis là, tu vas coucher avec après, là. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Je veux dire, dans les pays normaux, on parle la langue. Comment ça se fait qu'ici, ces gens-là, il y a un problème, là? Il y a un problème. Comment ça se fait? Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a toutes sortes de mafias sur la planète. Il y a la mafia des plongeurs. Hein? Ces gens-là, ils viennent tous du Sri Lanka, ou en tout cas de ces pays-là. Hein? On les reconnaît facilement. Croyez-le ou non, bien, au Québec, ils viennent de ces pays-là, puis en France aussi, par exemple. Puis là, tu t'en vas dans la cuisine. Tu sais, on fait la bouffe, là. Puis là, ils sont là. Puis là, le cuisinier, il dit au plongeur sri-lankais, viens donc chercher les assiettes que là, il faudrait les laver rapidement. Puis au Québec, ça a l'air que c'est des Sri-Lankais spéciaux qui ne sont pas capables d'apprendre le français. Fait que là, le cuisinier est là, il dit yeah, can you take the plates over there and wash? Comment ça se fait? Je connais aucun restaurant où les plongeurs parlent français. Puis pourtant, le gars, tu vas lui dire salut, ça va bien? Non, on est English. OK, English, OK. Where do you come from? Ah, Sri Lanka, OK. Where's your brother? Oh, my brother, he works in Paris. Mais comment ça se fait que ton frère, il travaille, il lave la vaisselle, puis il parle français, puis toi, tu parles pas français, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu sais, donc, ça vient de nous aussi. Ça vient, oui, de l'intolérance incroyable, et ça vient aussi du fait qu'on est archi-complexé, puis qu'on ne comprend pas qu'on peut être respecté. Les Français ne comprennent rien. Je suis désolé de dire ça parce que les Français, moi, bon, le pire défaut des Français, c'est d'être prétentieux, arrogant. Moi, ça ne me déplaît pas parce que je suis un gars baveux. Baveux, ça veut dire que je suis un peu agent provocateur, j'aime ça provoquer. Et j'aime beaucoup les Parisiens parce qu'ils te piquent, hein? Ils veulent savoir ce que tu as dans le ventre. Et ça, j'aime ça parce que j'ai de la répartie. Par contre, les Français ne comprennent rien parce qu'eux aussi ont ce côté impérialiste, hein? Que les Anglais ont. Donc, les Français viennent ici, puis là, ils disent, bon, le nationalisme, pour nous, c'est Le Pen, c'est l'intolérance et tout ça, mais il faut quand même savoir qu'il y a des nationalistes. Moi, personnellement, je suis pour l'ouverture. Je suis pour l'ouverture aux différentes communautés, mais en même temps, je suis pour l'intégration aussi. Ça, il faut s'entendre. Mais, tu sais, dans le fond, c'est quand même intéressant de manger un couscous de temps en temps. Tu sais, c'est bon, la gastronomie française, mais c'est bien d'avoir de la variété. Si on n'avait pas d'immigration, on n'aurait pas cette variété. Mais, si on regarde en France, des nationalismes, il y en existe. On peut parler des Basques, on peut parler des Catalans, on peut parler des Irlandais, on peut même parler des Flamands, quant à moi.
Parce que, tu sais, il ne faut pas oublier que les Wallons sont très rares, ceux qui parlent le néerlandais, alors que n'importe quel Flamand parle français. Même deux Flamands qui se rencontrent, c'est Salut, ça va? Puis après ça, ils enchaînent en néerlandais. Donc, il faut savoir que le Québec, le nationalisme québécois, écoutez, c'est une lutte contre l'impérialisme. Ça, mettez-vous-le dans la tête, là, chers amis français. Donc, quand vous venez ici, là, puis vous êtes tous contents de parler anglais, Montréal, ville bilingue, je vais pouvoir apprendre l'anglais et tout ça, bien, vous encouragez cet impérialisme-là. OK? Donc, le nationalisme québécois, c'est un nationalisme de survie. C'est aussi une quête identitaire. Vous comprenez? Donc, le français, qui est en France, il n'y a pas de problème d'identité. Mais nous, on a un problème d'identité. Parce que c'est toujours la guerre des drapeaux. Hein? Donc, le gouvernement fédéral canadien, avec mon argent, va faire imprimer, va faire 6 millions de drapeaux canadiens. Tu sais? Comme si, pour comment dire, augmenter le sentiment nationaliste canadien. Mais c'est avec mon argent qu'ils payent ça. Puis moi, là, tu sais, à un moment donné, je suis allé dans... Écoutez, ça, c'était assez incroyable. En tant qu'éditeur de livres, on a droit à des subventions. Et là, ils avaient trouvé quelque chose... Ils avaient fait une trouvaille extraordinaire. Il fallait aller chercher son chèque, un peu comme un mendiant, dans le bureau du député fédéral le plus près, mais pas n'importe quel député libéral. Il fallait que ce soit un député libéral, un député fédéral libéral, parce que c'était le gouvernement libéral qui était au pouvoir. Fait que là, moi, je m'en vais au bureau de Sheila Feinstein, dans l'ouest de la ville de Montréal. Puis je vous mens pas, là, c'était un appartement, je dirais, de 200 pieds carrés. Ben, je pense qu'il y avait 400 drapeaux canadiens. Fait que là, j'ai dit à la dame, j'ai dit... c'est-tu contagieux? Tu sais, je vais-tu sortir d'ici avec des feuilles d'érable partout sur mon corps, là, tu sais? C'est-tu l'Inquisition, là? Tu sais, je veux dire, même si tu m'en mets 14 dans la bouche, là, des drapeaux canadiens, je vais quand même rester québécois, tu sais. Donc, c'est un peu ça. Et évidemment, les Québécois, là, c'est des gens super ouverts. Tu sais, c'est des gens ouverts sur le monde. Même, c'est la mode en ce moment, les Québécoises, ils sortent toutes avec des... latinos, surtout. Tu sais. Moi, si je dis à une fille, tu as des beaux yeux, dans sa tête, elle va dire, ben probablement, elle ne me répondra même pas. Puis, elle va dire, c'est un macho. Tu sais. Mais si un latino dit, tu as des beaux yeux, ben 2 heures plus tard, ils sont dans le même lit, là. Tu sais, c'est ça la réalité. Fait que quand même, les Québécois, on est très ouverts. Comme je vous ai dit, on ménage la susceptibilité des Anglos. On leur parle en anglais partout. Oui, il y a plein de Québécois qui parlent espagnol. Donc, l'ouverture est là. Donc, il faut mieux comprendre le nationalisme québécois, le voir comme un peuple qui est en quête d'identité et un peuple qui résiste à l'impérialisme. En ce qui a trait au bouleversement qu'il pourrait y avoir au niveau économique. Moi, je me considère comme un capitaliste de gauche. Et c'est sûr que de vouloir taxer les riches à 60%, apparemment qu'en France, c'est encore pire, ce que François Hollande veut faire, mais je trouve ça complètement ridicule. Parce que moi, si jamais j'ai un problème cardiaque, puis j'arrive à l'hôpital, puis ils me disent, ouais, mais c'est parce que le cardiologue, ben, il est déménagé en Suisse ou dans je sais pas quel autre pays où, tu sais, moi, je pense que, écoute, il gagne 250 000 par année. S'il reste juste 30 000, c'est sûr qu'il va s'en aller. Fait que, je pense qu'il faut encourager aussi. Puis, au Québec, ça, c'est un gros problème qui est particulier à nous. On dirait qu'il faudrait tous être pauvres et malades. Réussir, ça ne marche pas. Mais moi, je suis pour la prospérité. Pour tout le monde, là, visons la prospérité.
Et ça, on a ce côté-là, il y a un dicton québécois, né pour un petit pain. Hein? Donc, vous voyez où on se situe. Heureusement, on a fait du chemin de ce côté-là, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, c'est sûr et certain que ce qui se passe avec les premières décisions que le Parti québécois a prises, moi, je pense qu'effectivement, dans sa lubie folle, Pauline Marois se dit, bon, faut que j'aille chercher les gens qui votent Québec solidaire. Mais c'est pas là le problème. Donc là, elle prend des mesures qui plaient à cet électorat-là, mais c'est sûr et certain que quand tu es entrepreneur, tu prends des risques. Et si finalement l'entrepreneur gagne moins de salaire que son propre employé, bien, il y a un problème. Donc, ça va péter, c'est clair. On a un gouvernement minoritaire et là, on est le 7 octobre. Hey, si on se rend au 1er janvier 2014, ça va être beau. Ça va être beau. Donc, il va y avoir une suite. Par contre, j'ai une prédiction. Si Pauline Marois réussit à mettre de côté tous ceux qui s'opposent à son leadership, puis ça réussit à être encore chef quand le gouvernement va tomber, c'est la fin du Parti québécois. Ça va aller mal. Ça va aller mal. Le Parti libéral va rentrer. Parce qu'il y a des nationalistes mous au Québec. Comme on regarde Denis Coderre, là c'est devenu le sauveur, ça va être lui là, qui va être le prochain maire de Montréal. Écoutez, Denis Coderre, je ne l'ai jamais vu pousser les hauts cris quand il était dans le Parti libéral du Canada, le parti le plus corrompu, tous azimuts, là, au Canada, là. Parti qui était éclaboussé par des tonnes de scandales. Puis pas juste de la corruption, là. Ce qu'on a appelé le scandale des commandites, là, c'était bien pire que ça. Là. On était dans une machination, là, tu sais, c'était beaucoup plus loin, l'abus de confiance, etc. Et on oublie très rapidement. Parce que pourquoi? Parce que le gars, supposément, qu'il s'exprime bien. Puis qu'il est drôle. Ouais. Moi, je trouve pas ça drôle de se faire voler à coups de milliards. Puis c'est malheureusement ça la vérité, la réalité.